Comment ça va la santé? Pas fort. Eh ben viens, on va te soigner. Six premières. Alors dès maintenant ça tourne, donc vous êtes tout à fait libre de ne pas répondre à ce que vous ne voulez pas. Passons maintenant à la partie des questions de nos abonnés et de nos fidèles spectateurs. Nous rappelons à tous, le n'hésitez Discord, pas à exactement à aller faire un tour sur le Discord et à préparer vos questions pour la prochaine session. Donc première question posée par Napoléon III. Pas de candidat ouvertement Frexit, donc évidemment c'est une déception pour beaucoup. Quelle est ton analyse, Pierre-Yves, sur la stratégie employée par les petits partis Frexiteurs jusque-là? Et est-ce qu'éventuellement il y aurait des constats à faire, perspectives sur l'avenir, et quelle sera a priori après la campagne leur place dans le paysage politique français qui va se reconfigurer? Alors déjà, ça dépend de qui on parle. Parti Frexiteur strict, qui était en lice pour cette élection. Parce qu'on peut me dire, il y a le PRCF, etc. Mais eux, ils ne présentent pas de candidat. Il y en a 4. Il y a Génération Frexit, qui décide, elle, de faire son travail d'éducation populaire et de faire son travail de lobby pour un référendum. Et eux, ils sont brillamment menés par Charles-Henri Gallois. Charles-Henri, en plus, est revenu à Paris, donc il va passer de plus en plus dans les médias. Et ils ont de très très bonnes jeunes équipes. Je ne vois pas de problème pour eux. Florian, les Patriotes, c'est aujourd'hui le parti frexiteur le plus lourd. Il a au moins 30 000 hommes. Bon. Florian a réussi 2 trucs extraordinaires. Premièrement, il a créé un mouvement social souverainiste. Et deuxièmement, il a délogé l'extrême gauche de la rue. Et nous sommes retournés dans la rue. C'est aussi d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens n'aiment pas ce que fait Florian, parce que comme ils n'aiment pas les prolos, l'idée de défiler avec les prolos, tu vois, bon. Si tu veux, et Florian, je pense, est indéboulonnable. La seule chose, c'est que il faudrait au moins qu'on ait une alliance pour les législatives, qu'on ait tous le financement public. Et Philippot, par exemple, il fait un excellent travail sur l'Ukraine, comme il en a fait un sur la crise sanitaire. Il n'y a aucune raison que Philippot disparaisse. Aucune. Aucune. Et on va bien sûr faire parler de nous au scrutin européen. Mais là, il faut qu'on arrive, disons, à faire le litière de nos problèmes de chef. Parce que là, si tu veux, tu as 2 autres... alors, tu as le problème Kuzmanovic, qui a aussi de très bonnes équipes, mais qui a vécu le problème, c'est qu'il n'a pas de base élitaire ni sociale du souverainisme de gauche, très peu. Parce que, si tu veux, que ce soit lui ou Asselineau, et avec toute l'affection, enfin, l'affection que je pense à Georges et à toutes ses équipes, et la considération que j'ai pour les équipes de l'UPR et pour Asselineau lui-même, Philippot, lui, il avait un mouvement social à faire en plus. Donc, si tu veux, que lui n'ait pas eu ses parrainages, d'accord, mais les autres non plus les ont pas eus, alors qu'objectivement, ils avaient ça à faire. Ça veut dire juste que nous y sommes allés trop nombreux. C'est tout. Tu vois ? Et on aurait dû, et ça je sais que des gens, et je pense à Philippe Murer particulièrement, ont essayé d'être le go-between entre différents candidats, ils n'ont pas voulu en entendre parler. Parce que chacun a dit, si tu ne te présentes pas à cette élection-là, t'es mort. Donc je vais te tuer. Tu vois, c'était le discours c'est le discours d'un côté de Dupont-Aignan pour les autres, c'est le discours d'Asselineau, etc. Tu vois. C'est c'est pas tout à fait le discours de Philippot, parce que Philippot, lui, dès le début, il a dit cette élection est une élection presque pour rien. Et ce en quoi Philippot avait raison. D'accord ? Donc, si tu veux, je pense qu'il est grand temps que nos chefs portent le poids de ce que leurs problèmes de caractère ont fait. Ils ont tous des qualités énormes. Qualité extraordinaire d'analyste, particulièrement pour François Asselineau. Qualité extraordinaire de meneur d'hommes, ce qui est le cas de Florian. Qualité d'élu local, ce qui est le cas de Dupont-Aignan. Qualité de militant et de baroudeur, ce qui est le cas de Georges. Le problème, c'est qu'à un moment,
il va falloir quand même qu'on se mette à une table. Moi, je suis désolé. Moi, j'avais fait paraître un papier, tu te rappelles, on avait fait une pétition avec Valeurs Actuelles, enfin dans Valeurs Actuelles avec Philippe Murer là-dessus. Moi, je demande à ce que... moi, j'aurais voulu qu'au moins on s'organise en lobby pour le référendum. Parce que bon, ce qui compte, c'est qu'on ait un référendum. On arrivera à le gagner. Mais ce qui compte, c'est qu'on l'obtienne. Or, je remarque qu'aujourd'hui, sur les sur les 3 candidats, Marine Le Pen ne veut pas s'engager sur ce référendum parce que, tout simplement, elle est entourée d'européistes. Zemmour, malheureusement, son mouvement est noyauté d'européistes d'extrême droite, et dont les derniers ralliements récents les ont galvanisés, parce que, par exemple, quelqu'un comme Nicolas Bay est un européiste d'extrême droite dans son horreur. Il était au Parlement européen en même temps que moi, je peux en parler. Bon, d'accord. Mais on peut dire la même chose de Pelletier, de tous ces gens-là, quoi. Quant à Marion Maréchal, très difficile de dire ce qu'elle pense ou pas. Elle pense qu'elle va récupérer la boutique après. Moi, je ne peux pas dire ce que pense Marion Maréchal. Je n'ai été en face d'elle dans une pièce qu'une seule fois, et on ne s'est pas adressé la parole. Donc, et c'était en 2014. En 2013. Non, c'était en 2013. Donc, si tu veux, il y a de l'eau qui a passé sous les ponts, quoi. Ce que je remarque, c'est que aujourd'hui, le thème de la souveraineté est omniprésent. L'affrontement avec l'Union européenne est maintenant sur à peu près tous les sujets. Et que il ne sert à rien. Et d'ailleurs, la campagne Zemmour le prouve. Être à 4 pattes devant l'Union européenne ne garantit pas de gagner. Quant à Marine Le Pen, son électorat la croit encore souverainiste. C'est pour ça qu'elle ne s'est effondrée que de 5 points par rapport à ses derniers scores. Mais par contre, la mère Le Pen serait à 18, on est d'accord, la mère Chat. D'accord? Zemmour est à 12. On est d'accord? Bon, ça fait 30. Et au second tour, Marine Le Pen est à combien? 41? Dans tous les sondages à peu près, pas plus. Or, je rappelle que 41, c'était le score où Florian l'avait mis. Et qu'elle a foiré lors du débat dont les principaux responsables sont, je le rappelle, Philippe Ollivier, Jean Messia et Patrick Buisson. Je le rappelle. Parce que c'est eux qui l'ont préparé avec un autre, là, dont je ne parlerai pas, qui est le mec qui lui a pondu l'idée des 2 euros, mais qui lui est un mythomane dangereux, qui a quitté la sphère politique et qui était député du Rassemblement national. Donc, moi, avec notre nullité, mon frère, eh ben, on a toujours le bloc social. Nos électeurs sont fidèles. Mais à un moment, il va falloir quand même qu'on se mette à une table, que nos chefs fassent au moins demande pardon à leurs troupes. Je pense, je le dis, moi je suis pas encarté aux patriotes, je m'en fous. Je constate, moi j'ai 17 ans de militantisme de terrain et moi j'étais dans le premier parti qui a mis la sortie de l'Union européenne en programme, qui s'appelait le RIF, Rassemblement pour l'indépendance de la France, dont le livre programmatique sorti chez François-Xavier de Guibert, signé Alain Bournazel, Paul-Marie Couteau et Jean-Paul Bled, s'appelait Sortir de l'Union européenne. Ok ? Et d'ailleurs, François Asselineau était dans ce parti-là. Donc François Asselineau n'a jamais menti sur ses convictions. Il a toujours été un patriote très raide, et gloire lui en soit rendue. Mais je remarque juste que nos chefs ont de l'ego, et un ego mérité d'ailleurs, parce que c'est des mecs d'exception. Le problème, c'est que parfois, faut se rendre compte. Faut se rendre compte que nos guerres internes, et moi c'est ce que mes hommes vont faire dès la fin de cette élection. Moi je veux que nous organisions un événement de rentrée commun. Je veux qu'on réunisse la grande famille et qu'à un moment, on essaye pour une fois d'avoir des rapports personnels qui ne soient pas marqués d'insincérité. Et je le dis d'autant plus qu'il n'y a pas une seule famille souverainiste que je n'ai pas servie et à qui je ne rende pas toujours aujourd'hui des services. Question suivante de Simon C. Tu l'as un petit peu évoqué auparavant. Lui, il appelle ça le verrou des 500 signatures d'élus. Donc, il enfin ouvertement
Les journalistes en ont parlé pendant la campagne. Ils se sont sentis obligés au dernier moment de pousser certains élus qui avaient le pouvoir de signature à faire passer la barre des 500 à nombreux candidats. Et du coup, la question, c'est pour un peu se projeter sur, t'en as parlé sur les législatives, quel genre de stratégie il faut avoir pour justement sécuriser les places. Donc on le rappelle, hein, les élus qui peuvent donner leur signature, ça ne sont pas que les maires, contrairement à chaque Tout fois à à ce fait. qu'on dit. Donc tu pourras peut-être un peu repréciser ça pour remettre un peu les choses à plat là-dessus. Et en gros, voilà, quelle stratégie avoir pour législatif, pouvoir sécuriser ce qui va nous permettre Alors, d'avoir des signatures pour avoir pas le même alors, scandale de 2022 et pour les prochaines élections. alors, faut être assez clair. Il faut que nous ayons des stratégies collectives. Alors, l'objectif des législatives, c'est pas par rapport aux signatures, c'est par rapport au financement public. Il va nous falloir surtout nous engager et travailler déjà pour les municipales et pour les régionales. D'accord ? Et travailler la France périphérique. Nous pouvons prendre des tas de petits villages. Gagner les grandes villes, vu leur sociologie, si tu veux, c'est-à-dire si tu veux, où l'oligarque du tertiaire, parasite social de son état, freine sa trottinette à un feu rouge parce qu'il vient de remarquer en écoutant dans son iPod Benabar la dernière péroraison d'Usul, qu'il y avait une femme voilée qui traversait. Ça ne sert à rien de conquérir ces dépotoirs. Ce n'est pas possible. Je pense qu'il y a une double stratégie. Il faut réattaquer le périurbain et les banlieues. Mais il faut les réattaquer totalement autrement, et ça prendra très longtemps. Il faut attaquer la ruralité et la grande périurbanité. Mais ça veut dire terre de mission. Ça veut dire que tu te rends compte que plus de 35% des Français, 40% des Français sont prêts à voter pour nous, alors qu'ils ne nous voient jamais, jamais, entre les scrutins. Attaquer les régionales déjà, je rappelle par exemple, parce qu'on me dit on n'a pas de programme local, Florian Philippot a failli passer tout seul la barre des 10% au régional. Ça, je le sais, j'étais sur sa liste. C'est pour le savoir. Donc, si on arrivait à jouer intelligemment pour une fois, le problème, c'est que là, on est gêné par l'aspect boutique de chacun. L'aspect boutique va vite se terminer, vu que le Front National est surendetté et Reconquête risque de ne pas avoir beaucoup d'élus. Donc, à un moment, il va peut-être falloir réfléchir un peu. Surtout pour les prochaines échéances régionales. Et je le dis, il y a cette échéance-là. Et deuxièmement, il faut avoir une stratégie trumpiste d'élimination des traîtres. Et je pense par exemple que le premier acte, c'est d'appeler à voter, par exemple, contre Robert Ménard au municipal. Parce que là, si tu veux, les Ceausescu de Béziers, il est grand temps que ça tombe, tu vois. Donc, il ne faut jamais utiliser uniquement notre pouvoir créateur, il faut aussi utiliser notre pouvoir de nuisance. Tu vois. Mais pour ça, il faudrait déjà que les chefs se parlent, qu'on définisse des stratégies, qu'on s'y tienne. Et que tout le monde puisse bouffer. Moi, je ne leur demande pas de fusionner les partis. Je leur demande de respecter les militants. Nous avons une génération militante exceptionnelle. Je le dis. Et je ne supporte pas les gens qui ont des esprits de casseurs de militants. Question qui est en partie liée de Elbron, qui se pose une question, alors, propos que tu as déjà modéré, mais sur les conséquences en fait de la... Est-ce que Reconquête, le parti de Zemmour on le rappelle, va opérer une reconfiguration des partis et l'équilibrage des voix et des forces en présence pour législatives, gauche-droite, etc. J'en sais rien. Je vais dire, je n'en sais rien, je ne suis pas Reconquête, les gens de Reconquête ne me parlent pas, donc je n'en sais rien. Moi, ce que je vois, c'est une haine interpersonnelle tellement forte entre les gens du Front et les gens de Reconquête que ça va être très difficile de la jouer intelligemment. Or, malheureusement, tu sais, il faut éviter le système MAD. Est-ce que tu sais d'où ça vient le MAD ? MAD en anglais, ça veut dire fou. C'était le mutuel, c'était Mutual Assurance Destruction. Destruction mutuelle assurée. C'est l'équilibre de la terreur nucléaire, le MAD.
Tu vois, je le dis aussi pour Monsieur Le Drian qui yoyote un tout petit peu de la touffe. Quand on dit au Popov, je vais t'atomiser la gueule, il te répond da dans la Volga. Et ta sœur, elle habite toujours Moscou? Est-ce que quelqu'un à l'Arsouille, à Brest, peut débrancher le vieux? Parce que, tu vois, c'est comme quand il dit que, tous les clignotants sont au vert pour la France, il est temps de le jeter, il devient daltonien en plus. Donc, tu vois, et là, on est pareil. Tu as une partie des cadres des deux côtés qui ne veulent pas la peau de Macron, ils veulent la peau de leur correspondant d'en face. Alors que je rappelle, on doit à nos électeurs et on doit à nos militants. Le problème, c'est que nous avons peut-être trop joué des cadres intermédiaires de piètre qualité. Mais il faut dire, quand on va les chercher dans certains viviers, et particulièrement, je vais le dire, les viviers d'extrême droite, hein, moi, de voir revenir Bruno Maigret m'a pas fait plaisir. Hein. Tu vois ? Et surtout, de changer d'optique. Voilà, moi je suis désolé, il faut changer. Tant qu'on sera dans des idées de losers, on sera des losers. Tant qu'on sera dans on est la dernière chance, les immigrés vont conquérir la France et ils vont voter contre nous, les immigrés ils votent pas en France, très peu. Ce qui nous empêche de gagner, ce n'est pas les immigrés. C'est la génération boomer et c'est le fait que nous ne travaillons pas assez les générations non boomerisées mentalement. Parce qu'on a tellement dit qu'on était minoritaire, qu'on était les derniers Français, qu'on était tellement que la France allait disparaître. Et tu vois, on était comme Lord Byron qui allait mourir au pied de son arbre pour la Grèce. Tu vois, on a été tellement de la droite invertie, camusienne, tout ça, toute cette merde, que maintenant, eh bien, on est pris dans ce discours de loser. Et résultat, Macron a travaillé les jeunes, Mélenchon a travaillé les jeunes, et nous, on régresse dans des générations qui ne demandent qu'à travailler pour nous et qu'à travailler avec nous. Pour une raison, parce qu'ils ont la France au cœur, parce que c'est la seule chose qu'on leur a pas encore pris. On leur a pris tout le reste. On leur a pris l'espoir, ils sont au chaume du, ils voient leur famille s'autodétruire. La seule chose qu'ils ont, c'est la terre sur laquelle ils marchent. Grâce à Florian, Marine a pu leur parler. Mais là, et d'ailleurs, une partie des jeunes autour de Zemmour ont fait un très bon travail pour justement qu'il n'ait pas cette image de loser-là. La seule chose, c'est qu'il en est malheureusement entouré. Et là, c'est pas lui que je mets en cause. C'est que si tu veux, on est... Tu vois, par exemple, Gourevitch a raison. Utiliser à tort et à travers le thème du grand remplacement, ça nous fait passer pour des losers. Parce que le problème du grand remplacement, c'est que si tu veux, quand tu dis que tout est foutu, à un moment, les mecs te disent « Alors pourquoi tu te présentes si tout est foutu ?» Tu vois ? On les fait pas bander, on donne pas d'espoir. On n'a pas préempté des thèmes. Quand je vois que les mecs n'ont même pas voulu, que ce soit Marine ou d'autres, faire de programmes écologiques intelligents, alors qu'il y a une angoisse écologique énorme dans les jeunes générations, et que nous avons les meilleurs écologistes. On a des mecs comme Philippe Murer. Personne ne leur a rien demandé. Tu vois ? Résultat, on fait des débats face à Mélenchon, lui il parle des arbres et nous on parle des Arabes. Donc si tu veux, tu vois, il y a tout à repenser. Il faut sortir, il faut avoir un esprit combatif. Et tu vois, le problème de faire des campagnes apocalyptiques, c'est-à-dire, attention, si tu veux, Mokhtar va nous remplacer avec sa mouquère. Et ben le problème, c'est que on fait tellement monter la sauce dans notre électorat que quand on perd, et ben notre électorat il se détourne de la politique pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans. Tu vois ? Alors que ce qu'il faut leur dire, c'est on a perdu, lundi on est au bureau et on réattaque. Tu vois ? Et ça on l'a pas. On ne veut pas l'avoir. Résultat, on fait des partis, on s'engueule, le parti se dissout, mais on va prendre un coin. T'arrives dans Bordeaux ou dans Lyon, au lieu d'avoir un mec qui arpente le terrain et qui devient un élu local parce qu'il a arpenté le terrain, eh bien nous on change les mecs tous les 6 mois. Comment tu veux qu'on ait un enracinement ? Moi c'est pour ça que
en plus, j'ai toute, je peux très bien le dire. Moi, c'est un mec sur qui je me méfiais et j'ai peut-être eu tort. Et je reconnais mes torts. Mais quand je vois le travail d'enracinement assez exceptionnel qu'a fait un mec comme Ravier à Marseille, c'est possible. On a au moins 2 modèles de ce qu'il faut faire en termes d'élections locales. Nicolas Dupont-Aignan, quoi qu'on en dise, l'un des maires les meilleurs de France, quand il était maire de hier, et très bon député, et Philippe de Villiers. Enfin, moi, je suis allé voir, j'ai enseigné à la fac à l'Institut catholique d'études de Vendée, chez Villiers. Ce qu'ils ont fait est fabuleux. C'est fabuleux. Donc, je vais dire, voilà, je veux dire, quand tu vois comment est gérée la Vendée, le problème, c'est que on est tellement dans l'engueulade perpétuelle entre frères qu'on ne se rend pas compte que autour de nos querelles picrocholines, il y a un monde. Et tant qu'on sera là-dedans, on ne pourra pas faire de stratégie. Bon, bah, sur ces bonnes paroles, parlons-en du monde. On va sortir un peu de nos frontières. Forcément, avec l'actualité géopolitique très chaude du moment. Et on a un inconnu qui nous pose la question justement sur l'impact de la crise ukrainienne. À quel point elle est instrumentalisée, à quel point elle peut peut-être profiter à d'autres candidats que le président en poste actuellement. Alors attention, sur le fond de la crise, je ne reviendrai pas. Je suis déjà revenu dans le grand entretien. Donc ceux qui veulent, regardent le grand entretien. Romain Bessonnet a fait un travail exceptionnel sur Sud Radio, chez Morillo, avec Élise Blaise. Et là, on a fait une vidéo à 3 avec Philippot, donc avec Florian. Donc on a fait le boulot sur le fond là-dessus. Tu vois, je fais aussi de l'analyse électorale, de programmes plus poussés dans la deuxième partie du grand entretien, pour ceux qui veulent voir. Donc, sur juste l'aspect français de la crise ukrainienne, Macron, attention, parce que là, il joue Imperator Temorituri, chef de guerre, alors qu'il se méfie beaucoup, parce que il est dans une campagne de structuration lente. En réalité, les gens vont se décider. Alors, ça, c'est une évolution classique depuis la décomposition de la structure de partis politiques. Les gens se décident de plus en plus tard dans les campagnes électorales. Là, la cristallisation des votes, elle aura lieu dans les 3 dernières semaines. Nous n'y sommes pas encore. Et surtout, Macron est en train de se couvrir de ridicule en Ukraine. Donc il se méfie quand même. Mélenchon, ça lui coûte rien. Le Pen, ça lui coûte rien. La seule chose, c'est que ça peut coûter à la marge à Zemmour, pas Poutine, mais le fait d'apparaître comme baissant son pantalon. Tu vois, quand il fait l'éloge de Zelensky, fallait peut-être pas aller jusque-là. Mais si tu veux, Macron peut tenter de capitaliser sur son électorat à lui. Électorat d'abrutis. Je vous dis franchement, je ne voterai que Macron, il n'y a personne d'autre. Je le soutiens depuis tout le temps parce que j'aime bien, il est très brillant. Vous l'avez soutenu en 2017 ? Oui, parce que c'est la jeunesse. Mais gagner, si tu veux, le problème, c'est que Macron, là, joue le cador parce que là, on est à la période du conflit. Mais dans 3 semaines, ce qui va compter, c'est l'augmentation du gaz. Ce qui va compter, c'est les pénuries. Et là, il fallait suivre Charles Gave qui voyait arriver les problèmes énergétiques il y a 1 an et qui disait aux candidats nationaux de prendre ça à bras-le-corps. On ne l'a pas fait parce que chacun y est allé de sa ritournelle. La campagne va se faire sur Mokhtar. Non, raté. Tu vois, entre la peste plus Poutine, pour une fois, Mokhtar y est pour rien. C'est le problème quand on fait une campagne de monomanie. C'est que parfois, la monomanie du temps n'est pas la tienne. Tu comprends ? Et en réalité, je le dis, Emmanuel Macron avait décidé il y a déjà 2 ans du thème de la campagne. Le thème de la campagne, c'était la peur. Je le dis, je le maintiens. Et nous, on a embrayé comme des cons. On n'a pas voulu faire de programme d'espoir. Et donc, là, il a fait la peur du microbe, puis la peur de Poutine. Et nous, on a embrayé. Chacun est venu avec sa peur. Hein ?
Pécresse, alors Pécresse, d'abord, c'était la peur de Macron. Le problème, c'est que maintenant, Pécresse, c'est la peur de Pécresse. Tu vois, si tu veux, tu vois, le problème de la campagne de Pécresse, si tu veux, c'est que, tu vois, c'est... d'abord, il fallait avoir peur de Macron et donc voter Pécresse. Maintenant, il faut avoir peur du naufrage. Hein, Jadot, les centrales nucléaires vont nous sauter à la gueule. Sandrine Rousseau, le Ku Klux Klan va nous sauter à la... Non, enfin, c'est voilà. Mokhtar va nous sauter à la gorge, le chômage va nous sauter à la gorge. Heureusement d'ailleurs que Dominique Strauss-Kahn ne se présente pas, parce que si tu veux, qu'est-ce que ça aurait donné. Mais donc voilà, et on a suivi. Donc d'un côté, on va être en partie responsable de la réélection du petit Camé. Donc voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut dire assez sincèrement pour l'avenir du pays, au second tour, qui que ce soit, mais qui que ce soit, il faudra peut-être, en se pinçant le nez, mais voter pour lui. On ne sait jamais. Imaginons que ce soit Pécresse. Ça m'apparaît très difficile. Il faudra voter pour cette conne. Il faudra voter même Mélenchon. Si ça la tentette, si là il serait passé devant Zemmour, s'il arrive à passer devant Le Pen, ce qui est quand même pas digne. Mais bon, le problème c'est que la Marine ne parle pas, donc elle est haut, mais dès qu'elle parle. Bon. Donc voilà, tu vois, si tu veux, nous avons été dans le système de peur. Bon, donc résultat, nous avons avantagé Macron. Néanmoins, il ne pourra pas tout faire passer sur le dos de Poutine. Parce que les Français sont moins cons que les autres, quoi qu'on en pense. Les Français, ils obéissent, ils plient, mais sans conviction. Tu vois ? T'as 30% d'enfants qui ont été tamponnés en Allemagne, en Espagne et en Italie. Moins de 5% en France. T'as 65% des Français qui disent oui, Poutine a fait une connerie, mais l'OTAN est dedans. 65%. Ça veut dire quand même que les Français sont pas aussi cons. Tu vois, t'as pas eu 200 000 personnes dans Paris comme t'en as eu à Berlin. Tu vois ? Faut réfléchir à ça. On va prendre la dernière question d'Electro du dimanche, qui lui se demande qu'est-ce qui attend le prochain président, finalement quel qu'il soit, parce qu'on a bien compris que faut pas s'attendre à un miracle et qu'on n'aura pas un président qui déclarera au premier jour de son élection qu'on sort de l'OTAN, de l'Union européenne et de l'euro. Mais du coup, voilà, avec notamment le plan de relance industrielle sous pilotage de l'Union européenne, là, dans les accords de financement là, de prêt qui ont été signés il y a près d'un an. Qu'est-ce qui attend en fait le prochain président qui y soit en fait comment il va pouvoir faire pour lutter contre les prix délirants de l'énergie, la fin de l'autonomie alimentaire de la France, qui est quand même un scandale quand on voit que déjà Jules César prenait comme excuse de nous envahir parce qu'on avait toujours été un pays agricole riche, et voilà, 2000 ans après, on en est rendu. Alors, si tu veux, le problème, c'est pas... Tu vois, faut pas voir ça comme une pluie de sauterelles. Nous, on a grâce à Pierre Messmer, notre parc électronucléaire. Le souci, c'est qu'on a voulu le raccorder au système européen de l'énergie. Si tu veux, en réalité, ce qui attend le prochain président, c'est d'assumer l'incohérence. L'incohérence, il n'y a rien de pire dans la construction d'une communauté politique. Il n'y a rien de pire. Il n'y a rien qui se paye plus cher que ça. Rien. Tu peux être belliciste, tu peux être méchant, tu peux être gentil, tu peux être tout ce que tu veux, à une condition, c'est d'être cohérent, tu vois. Alors, au passage, pour nos amis conspirationnistes, si je fais ça, ce n'est pas pour dire à la loge de la Grande Ourse que à tout à l'heure j'arrive, préparez-moi mon gin tonic. Donc, oui, parce que j'ai horreur de la bière. C'est comme ça. Et comme chacun sait que je suis un agent anglais, je ne tourne qu'au gin. Bon, c'est comme ça. Donc, c'est, tu vois, parce que le système du triangle équilatéral, c'est un système cohérent. Tu vois, c'est juste le symbole que je marque. C'est, si tu veux, c'est
c'était quoi le triangle institutionnel de la France gaulienne? L'État orientait la créativité de la société par le plan, et rendait les Français copropriétaires de leur économie par le circuit du Trésor. État, circuit du Trésor, donc Banque de France, plan. Tac, tac, tac. Et tout ça, assis sur quoi? Le principe de légitimité populaire. Obsessionnel dans la pensée du général de Gaulle. Les européistes ont fait une nouvelle cohérence. Cette cohérence, c'est tu enlèves l'État, tu mets la gouvernance, c'est-à-dire ce système mi-privé, ce système de gouvernement privatisé au service évidemment d'une non-légitimité, vu que ce qui sert en réalité la gouvernance avec tous ces bras armés, le néo-management public, etc., ça sert à quoi? Ça sert à créer un système néo-collectiviste, mais où on collectivise non pas les moyens de production, où on collectivise les pertes pour que ceux qui, eux, collectivisent les bénéfices ne fassent que collectiviser les bénéfices. Tu comprends? C'est-à-dire que tu remets sur la collectivité politique le passif pour que les autres se tirent avec la caisse. C'est le système de gouvernance, c'est-à-dire l'État doit être géré comme une multinationale au service des multinationales. Pourquoi? Parce que quand tu es dans la pensée de la gouvernance, tu n'es pas dans une pensée politique. Tu es dans une pensée de trust, de fiducie, de mafia, profondément. Je ne dis pas ça au sens moral, je dis au sens de la pensée mafieuse. C'est quoi une pensée mafieuse? C'est prends la caisse et tire-toi. Tu vois? L'État, ce n'est pas qu'une force, une puissance. L'État, c'est aussi un esprit. Tu comprends? L'État, ça a une manière de raisonner. Je vais te donner un exemple. Pourquoi les États ont bien aimé les systèmes mutualistes comme la sécurité sociale? Parce que le bien-être social est un élément de la défense nationale. Obsessionnel, ça aussi, chez le général de Gaulle. Le général de Gaulle le dit, l'écrit. La sécurité sociale est un fait de défense. Tu vois comment pensent les États? Ils pensent protéger, contrer. Maintenir la vie à tout prix et la perpétuation du peuple. Ça n'a pas de prix. C'est une logique, l'État. La gouvernance, c'est une logique autre. Gouvernance, financiarisation, c'est plus les banques centrales. C'est les banques centrales piratées par le fait de marché. Résultat, moi quand mes amis me disent, mais même mes amis libertariens, j'en ai un ou deux, me disent les banques centrales sont de la saloperie, je ne sais pas les banques centrales qui sont de la saloperie. C'est que les banques centrales ne réagissent plus en banque centrale. Je vais te donner un exemple. Et alors, je ne sais pas si beaucoup de nos amis connaissent un peu l'éthologie. Mais dans le comportement animal, tu as des animaux zombies qui font des zombies. Ce sont des parasites qui prennent le contrôle d'un hôte. Tu vois? Ça se voit chez certains insectes. Ben là, c'est pareil. La grande rente, la grande finance a pris le contrôle des banques centrales. C'est ce qu'on appelle l'idéologie de l'indépendance des banques centrales, omniprésente depuis les années 80. Parce que la banque centrale, c'est la frontière entre l'État et l'argent. Et selon qui tient le poste frontière, tu as le pouvoir d'une société. Je me permets de renvoyer à mon modeste livre sur le 3 janvier, mais surtout aux travaux d'un grand génie qu'est Jean-Claude Verbroek, le plus grand spécialiste francophone des banques centrales. Bon. Finance, gouvernance, et à la place du plan qui ne contrôle pas la société, qui oriente l'élan vital de la société. Qu'est-ce que tu as à cette place-là? Tu as la société de marché. C'est-à-dire, tu as
ce qu'on pourrait appeler le bloc bourgeois, mais tu as cette alliance d'oligarques, de médiacrates, ceux qui norment l'opinion, et c'est-à-dire tous ceux qui sont derrière cette abstraction qu'on appelle le marché. Parce que derrière le marché, il y a des hommes. Hein. Il y a des hommes, il y a des poissons pilotes de marché. Le marché n'est jamais autonome. Et là, je parle vraiment de la société de marché. C'est-à-dire ce qui, par la publicité, par l'ingénierie des perceptions, prend l'élan vital de la population et ne l'envoie pas, comme le faisait le plan, vers le prométhéisme, vers l'innovation, vers le progrès, vers l'émancipation, vers la grandeur, pour parler en termes gaulliens, mais vers l'acte d'achat, la névrose consumériste et, disons, l'obsession, l'obsession de la dynamique de l'avoir, alors que l'État est profondément une dynamique de l'être. Est-ce que je me suis fait comprendre? Et donc, le problème, c'est que cette logique-là, bon, elle a un aspect appréciable pour ceux qui la tiennent, c'est que c'est une logique oligarchique. Parce que sur quoi elle est assise? Elle n'est pas assise sur la légitimité. La légitimité dans ce système-là, tu t'en fous. C'est dur la légitimité, vous nous faites chier. T'es assis sur quoi? T'es assis sur le fait oligarchique. Tout simplement. Le fait oligarchique ne demande jamais sa légitimité. C'est d'ailleurs, la légitimité est une loi fondamentale du fait politique. Mais tous les systèmes ne la connaissent pas. Les systèmes oligarchiques n'interrogent pas leur légitimité. Pourquoi faire? Je vais te donner un des penseurs de ce système-là. Alors, si on appelle ça une pensée, parce que je suis assez d'accord avec feu Bernard Stiegler que en fait c'est de la bouffonnerie. Mais quelqu'un d'aussi débectant que Laurent Alexandre. Laurent Alexandre, bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. Nous voulons avoir vos lumières, votre raisonnement sur l'intelligence artificielle quand vous aurez lâché votre portable d'homme d'affaires. On est en direct. Comment allez-vous? Très bien. Ça va? Est-ce que tu crois que Laurent Alexandre pense en termes de légitimité? Non. Il pense qu'il est du bon côté du manche. Et le système oligarchique, c'est ça. C'est où tout le monde essaye d'être dans le bon côté du manche. Personne ne se demande ce qui doit être pour une notion supérieure qui est l'intérêt national qui n'est rien de plus que la version politique de l'ancienne notion de bien commun. Tu comprends? Donc si tu veux, une fois que tu as enlevé de la politique la légitimité, tout devient plus simple. Il suffit d'être celui qui tape le plus fort, qui ment le plus et qui a le plus de pognon. Bon, malheureusement, le fait oligarchique est dysfonctionnel par nature. Surtout quand tu rognes les libertés à moitié. Tu sais, le problème du fait oligarchique, c'est ce qu'on appelait la tyrannie orientale dans le temps. C'est très bien pour des peuples qui ne pensent pas la liberté. Il y a des peuples qui sont habitués à obéir. Mais les peuples qui ont goûté à la liberté, tu es obligé d'adapter le fait tyrannique. Tu fais ce qu'on appelle une tyrannie anomique. Tu dissous la société pour être le tyran. Mais ça marche tant que tu maintiens le confort et l'illusion consumériste. Mais si tu n'en es plus capable, tu vois tout de suite que c'est dysfonctionnel. Le seul moyen de tuer le sentiment de liberté, on ne peut plus la tuer comme on l'a tué avant, c'est-à-dire à coups de botte. Les systèmes totalitaires ou totalisants sont devenus beaucoup plus performants. Et donc ils ont appris, en réalité, à enlever le goût de la liberté aux humains. Et pour l'enlever, tu l'enlèves par le gras. Tu l'enlèves par à quoi bon, on s'en fout, et par le confort. Mais quand tu n'es plus capable de garantir le confort, quand tu n'es plus capable de garantir que la laisse rapporte la gamelle,
Bah, gamelle vide plus laisse, ça fait double peine. Hein. Et en réalité, il faut celui qui va arriver à la tête, même pas de l'État, il n'y a plus d'État, mais qui va être le gouverneur de la province France pour le compte des Boches, eh ben, il va devoir gérer un équilibre dysfonctionnel qui n'a pour but... Et pourquoi il est dysfonctionnel? Parce qu'il ne peut pas s'assumer. L'oligarchie, ça peut être fonctionnel. Tu vois, toi, tu es du bétail humain, tu bouges, je te pète les dents, donc tu vas suer sang et eau pour que je bouffe et je t'emmerde. Là, je m'assume. Et si toi, tu acceptes, par la peur, bah, on est d'accord que là, l'équilibre devient fonctionnel. Il est précaire, il ne durera pas toujours. Alors que là, tu fais de la tyrannie anomique et tu oses appeler ça le progrès et la République. C'est ça qui est en train de tuer le système occidental. C'est que c'est un système oligarchique qui n'ose pas le dire. Et qui en rajoute dans les valeurs. Tu comprends que c'est un système qui est débectant. À cause de ça. Quand tu es en Chine, tu te dis pas « Ah ouais, mais Xi Jinping, non, il m'a dit qu'il était un démocrate inclusif. » Xi Jinping n'a jamais dit ça. Il a dit qu'il gouvernait à la chinoise. Et donc il ment pas. Poutine ne ment pas aux Russes. Nous, les nôtres, nous mentent. Et ça affaiblit le corps social. Tu comprends? Alors, que devra faire un jour ou l'autre quelqu'un? C'est retrouver une nouvelle cohérence. Et retrouver la cohérence, en fait, elle est simple. C'est un État fort. Et c'est quoi un État fort? C'est un État qui supporte le maximum de liberté dans son sein. Et donc, si tu veux, c'est le triptyque État fort, peuple libre, renaissance. C'est ça le triptyque. Tu vois? La force de l'État, créer des hommes libres qui créent une culture renaissante qui apporte de nouvelles dimensions par son prométhéisme à la puissance de l'État, pour faire des hommes encore plus libres et donc encore plus forts. C'est ça le nouvel équilibre qui est à trouver. Ou alors, l'Occident éteindra la lumière de la liberté. Après tout, elle n'a pas toujours existé. Mais là, on fera la tyrannie orientale 2.0. Et je le dis sincèrement, je préférais les vieilles. Hein. Tu vois, parce que Gengis Khan, ça a plus de gueule que Mark Zuckerberg. Excuse-moi. Parce que tant qu'à être dominé, je préfère être dominé par un grand seigneur mongol sympa, avec des bergers reconvertis en grands guerriers, qui d'ailleurs pouvaient être des mecs pleins de bonhomie, plutôt qu'avec une espèce d'éternel puceau, où tu as l'impression qu'il est passé de masturbateur dans ses chaussettes à maître du monde entre 17 ans et 17 ans et demi. Tu vois, si tu veux, c'est... Tu vois, je ne veux pas être dominé par un mec qui a encore de l'acné. Nous méritons mieux que ça. Excuse-moi. Tu vois, moi, tu vois, que Raphaël Glucksmann pense... et que Raphaël Enthoven pense être chef de guerre, tu vois, je préfère encore que Poutine nous balance une arme atomique dans la gueule. Parce que je préfère ça à la mort lente. Je le dis. J'exagère à peine. Mais, si tu veux, la dégénérescence anthropologique, je sais, je suis lourd avec ça. Mais, en réalité, je suis souverainiste. Jean Bodin disait « Il n'y a de richesse que d'hommes ». C'est le cœur des hommes qu'on a perverti. C'est l'homme qu'on a abaissé. Or, ce que la France a donné au monde, c'est le sentiment et la certitude que l'homme est un être illuminé, qu'il a d'un grand pouvoir créateur et que ce grand pouvoir lui en donne un encore plus grand, qui est de ne pas avoir des droits, qui est d'avoir des devoirs. Simone Veil le disait, ce qui fait de nous des hommes au sens plein, c'est d'avoir des devoirs, c'est de reconnaître notre responsabilité. C'est de nous relever. Et c'est nous a donné quoi?
Status. Le fait d'être debout. Ça nous a donné l'état. Status. Tiens. L'homme n'est pas fait pour être un être couché. Alors peut-être que je suis abominablement réac. En plus, encore. Dans une semaine ou 15 jours pour le prochain curé de campagne, vous verrez que je peux être encore plus réac que ça. Je crois encore qu'il y a des hommes et des femmes. Maintenant, vous pouvez aller vomir et n'oubliez pas, parce que vous êtes en France, n'oubliez pas, parce que vous êtes dans la France progressiste d'Emmanuel Macron, si vous avez été choqué par cette vidéo, et c'est bien normal, n'oubliez pas d'appeler le 17, la police. N'oubliez pas d'écrire au procureur de la République. Et n'oubliez pas, si vous avez été très peiné, touché dans votre être et que vous avez beaucoup souffert, d'appeler une association qui vous aidera à exercer votre droit à la rentabilité des larmes. Nous mettrons la liste des associations, l'ICRA, etc. en post-production pour vous aider à être des délateurs heureux et fidèles au prochain curé de campagne. Bon, ben, messieurs, hein, à la prochaine, et au revoir, et puis, bon retour, hein, au revoir, messieurs. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.